11 septembre 1973, les militaires chiliens mettent fin dans le sang aux 3 brèves années d'expérience réformiste des gouvernements de Salvador Allende. Augusto Pinochet prolonge un nouveau cycle de répression sanglante et de libéralisme économique brutal, initié en Bolivie. Il est bientôt imité par d'autres dictatures dans l'Amérique du Sud. En 1979, dans un autre contexte, les sandinistes amènent un peu d'espoir en prenant le pouvoir dans le tout petit Nicaragua. 10 ans plus tard, en 1990, asphyxiés par le blocus américain, ils rendent le pouvoir à l'occasion d'élections en 1990. Les États-Unis, actifs dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, n'ont pas l'intention d'autoriser les peuples de son arrière-cour à relever la tête. Les deux expériences du Chili et du Nicaragua posent dans des contextes très différents. Un Salvador Allende élu par le Congrès d'une part, une prise du pouvoir par les armes côté sandiniste. La question du pouvoir et surtout de comment le conserver et avec qui et pourquoi. En question subsidiaire, j'ai aussi envie d'ajouter une interrogation sur la place accordée, ou plutôt la non-place, accordée aux peuples indigènes ou assimilés dans ces processus. Oui, alors il faut peut-être commencer par rappeler que le 11 septembre, celui de 1973 et pas celui de 2001, a été une véritable... D'abord, un choc émotionnel. Quand on était suspendu aux nouvelles qui arrivaient à la radio, du siège du palais présidentiel, la Moneda, et puis des annonces qui sont arrivées petit à petit... de la réussite du coup d'État. Au début, on espérait qu'il ne réussirait pas, puisqu'il y en avait un qui avait échoué en juin, 3 mois avant, et puis la mort d'Allende, etc. Donc, un choc émotionnel. Alors, pourquoi à ce point-là ? Parce qu'il n'y a pas eu l'équivalent, et pourtant, ça a été un bain de sang d'une autre ampleur en 1965, au moment de l'écrasement du Parti communiste indonésien, ou plus tard du Parti communiste soudanais. Donc, je crois parce qu'il y avait une très forte identification en Europe et en Amérique latine avec ce qui se passait au Chili. Le sentiment que se jouait là, effectivement, un scénario inédit et une possibilité, pratiquement une expérience de laboratoire qui va aller aussi bien pour l'Europe que pour l'Amérique latine, de manière différente d'ailleurs. Alors, pour l'Europe, pourquoi ? Parce que... on avait l'impression, en partie fausse, je dirais aujourd'hui, d'avoir finalement un espèce de pays qui était notre propre reflet. À la différence d'autres pays d'Amérique latine, il y avait un parti communiste fort, il y avait un parti socialiste représenté ou dirigé par Salvador Allende, il y avait une extrême gauche qui était la même génération que la nôtre, notamment, mais il y a eu d'autres petits groupes comme le MAPU, etc., mais par le MIR, c'est-à-dire le mouvement de la gauche révolutionnaire, qui est né dans les années 64-65, sous l'impulsion, finalement, ou l'onde de choc de la révolution cubaine. Donc, là aussi, il y a un effet d'identification générationnelle, je dirais, avec cette organisation, avec ses militants, avec ses dirigeants, qui étaient pratiquement... notre génération qui avait un parcours assez comparable. Le MIR, finalement, s'est formé à une double source. D'un côté, une inspiration guévariste, une référence à la révolution cubaine, et une influence trotskiste, il faut le dire, à travers quelqu'un qui est un grand historien d'ailleurs de l'Amérique latine, qui est Luis Vital, mais qui a été un des pères fondateurs du MIR, même s'il en a été écarté ou s'est écarté rapidement par la suite. Et ceci dans un pays où finalement le stalinisme n'avait jamais été dominant, y compris dans la gauche, où eu le rôle qu'a pu avoir le Parti communiste en Argentine, par exemple. C'est une singularité chilienne. D'ailleurs, une des difficultés à comprendre la situation, c'est que le Parti socialiste chilien, bien qu'il s'appelle socialiste, avait peu de choses à voir avec le Parti socialiste, avec la social-démocratie européenne. C'était un parti qui s'était formé justement dans les années 30 en réaction, en opposition à la stalinisation de l'internationale communiste. Donc c'était un parti plutôt à la gauche du PC d'ailleurs qu'à sa droite. Mais il y avait une forte identification et l'idée que le Chili donnait le scénario, l'exemple d'un scénario où la gauche arrivait au pouvoir par des élections et où les élections pouvaient être le début d'un processus social de radicalisation
débouchant sur, transitant, disons, vers une révolution sociale radicale à une époque où, il faut aussi le rappeler, le prestige de la révolution cubaine en Amérique latine était, sinon intact, du moins encore très important. Bon. Alors, je crois que ça reste une leçon de choses, ce qui s'est passé au Chili. Quand je disais aujourd'hui, je serais plus prudent sur ce mécanisme de reflet, je crois que vu de loin, on avait tendance à sous-estimer quand même les réserves, les rapports sociaux et les réserves de réaction, de conservatisme qu'il y a dans la société chilienne. On les a vus beaucoup dans l'armée, parce que l'armée, on l'a dit et répété à l'époque, avait été formée par des instructeurs allemands sur le mode de l'armée prussienne, etc., ce qui était déjà peu encourageant. Mais en plus, j'ai pu le constater depuis, c'est un pays où la tradition catholique et le côté catholique conservateur est important. Et d'ailleurs, c'était une donnée de départ, puisque Allende a été élu donc, en septembre-octobre 70 à une élection présidentielle, mais élu avec une majorité relative de 37% environ. Et il a fallu, pour que son investiture soit ratifiée par l'Assemblée, ont été posées des conditions, le texte existe, qui sont des conditions d'ailleurs qui vont droit à l'essentiel. Ne pas toucher à l'armée et respecter la propriété. C'est les deux limites qui sont posées d'emblée par les classes dominantes à travers les institutions en vigueur pour accepter l'entrée en fonction d'Allende. Bon, néanmoins, c'est vrai que la victoire électorale a donné le coup d'envoi d'une montée de l'espérance et d'une montée du mouvement social. Je crois qu'il a culminé d'ailleurs sur le plan électoral dès janvier 71 par une victoire importante au municipal, où je crois que l'unité populaire, donc la coalition de gauche sur laquelle s'appuyait Allende, à ce moment-là, a eu pour la seule fois d'ailleurs une majorité absolue dans une consultation électorale. Bon, donc ça a donné une légitimité évidemment accrue pour développer le processus à l'époque. Alors, victoire électorale, radicalisation, et évidemment une polarisation d'une part interne au Chili, qui s'est traduite petit à petit par une mobilisation de la droite, y compris par des méthodes actives de rue. La date marquante a été ce qu'on appelait la grève des camionneurs, mais il ne faut pas croire que c'est les salariés, c'était la corporation. Et quand on voit la géographie du Chili longiligne, le transport routier évidemment est stratégique. Et là, il y a une grève des camionneurs, appuyée en plus parce qu'on a appelé les cacerolazos, c'est-à-dire des mouvements de protestation, notamment de consommateurs de la classe moyenne de Santiago. Santiago fait plus de la moitié pratiquement du pays en termes de population, qui a été une première tentative de déstabilisation à l'automne 72. Enfin, l'automne pour nous, là-bas c'est le printemps. Il faut inverser quand même les saisons. Bon, et après quoi, finalement, s'est posé un débat sur la suite du processus chilien, où s'ouvraient deux possibilités. Soit une radicalisation, une riposte finalement à la déstabilisation de la droite, par ailleurs fortement appuyée, on le sait aujourd'hui avec les divulgations sur le plan Condor, à quel point les États-Unis ont été de longue date impliqués dans la préparation du coup d'État, etc., à travers les multinationales, mais aussi à travers les conseillers militaires américains. Mais après cette alerte, disons, de la grève des camionneurs, début 1973, se posait soit une radicalisation du processus, avec des incursions accrues dans le secteur de la propriété privée, avec des mesures de redistribution radicale, des mesures salariales, etc., qui étaient sur le tapis dans les propositions, ou bien au contraire, et c'est la thèse qu'il a emportée par un ministre de l'économie et des finances qui était Vukovic, si je me rappelle bien, qui était membre du Parti communiste, et qui a été au contraire de rassurer la bourgeoisie et les classes dominantes en délimitant de manière définitive l'ère de propriété publique ou de propriété sociale, et en donnant des gages supplémentaires aux militaires. On ne va pas faire toute l'histoire, mais enfin, les temps forts, deuxième épisode, là, beaucoup plus dramatique,
non plus une grève corporative comme celle des camionneurs de déstabilisation, mais une première tentative, une répétition de coup d'État en quelque sorte, en juin 1973, ce qu'on appelle le Tankatsu, dans laquelle une armée, enfin un régiment de tankistes est sorti manifester, qui a été neutralisé. Et là, je crois que c'est le moment crucial où le débat a eu lieu. Et par exemple, c'est le moment où le MIR, qui était une petite organisation, il faut garder les proportions en tête, de quelques milliers de militants, mais très dynamique pour le Chili, c'était important. Le MIR s'est posé le problème conditionnel de rentrer dans un gouvernement. C'est-à-dire, après l'échec le premier échec du coup d'État, de faire un gouvernement qui, finalement, dont le centre de gravité se déplacerait à gauche, qui prendrait des mesures de châtiment ou de désarmement des militaires conspirateurs, etc. Et ce qui s'est fait a été exactement l'inverse. Ce qui a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans la période entre juin et le coup d'État effectif du 11 septembre, on a eu au contraire répression contre le mouvement qui existait dans les casernes et chez les soldats, perquisition pour désarmer les militants qui auraient accumulé des armes en prévision d'une résistance au coup d'État, et puis surtout des gages supplémentaires donnés à l'armée avec la nomination à des postes ministériels, y compris d'Augusto Pinochet, le futur dictateur. Donc on a eu un basculement, et Miguel Enriquez, le secrétaire général du MIR, qui a été assassiné en octobre 1974, un an après, a écrit à l'époque un texte, dans cette période intermédiaire entre la tentative et le coup d'État, qui s'appelait « Quand étions-nous les plus forts ?» Et je crois qu'il était d'une extrême lucidité. Il y a eu un moment, et jusqu'en août, il y a eu des manifestations de 700 000 manifestants à Santiago, appuyant Allende et répliquant au coup d'État. C'est le moment, effectivement, où une contre-offensive, disons, du mouvement populaire était possible, et où, au contraire, finalement, la réponse a été un élargissement à droite des alliances gouvernementales et des gages supplémentaires qui signifient en réalité un encouragement finalement au coup d'État. Voilà, et qui fait que, ça c'est ce qui nous a surpris, ce qui fait qu'à mon avis, tu évoquais le réformisme de Salvador Allende, mais enfin, comparé à nos réformistes, c'était quand même un géant de la lutte des classes. Si on regarde aujourd'hui les documents d'archives, etc., ça reste quelqu'un de respectable. Je dis, dans le mouvement de solidarité avec le Chili, qui a été très important dans les années qui ont suivi, 73, 74, 75, je dirais qu'on a été, pour ce qui nous concerne, un peu sectaire avec Allende, dont on a fait un des responsables, finalement, même s'il est mort héroïquement, mais ça ne change rien au problème politique, ça implique du respect pour la personne. Mais il y a quand même une énigme, c'est-à-dire que pendant les premières heures du coup d'État, il disposait encore de la radio nationale, il était encore possible d'appeler à une grève générale, alors qu'on a appelé à une résistance statique, finalement, sur les lieux de travail, etc. Peut-être que ce n'était pas possible, même une organisation comme le MIR, qui était censée être préparée militairement, a été prise de court par le coup d'État. On le voit aujourd'hui dans les livres de Carmen Castillo, Octobre à Santiago, ou dans son film. Ils ont été pris de vitesse, peut-être à mon avis, parce qu'ils n'imaginaient pas un coup d'État aussi brutal et aussi massif. Ils imaginaient la possibilité d'un coup d'État, mais qui serait en quelque sorte une demi-réussite, qui ouvrirait une nouvelle période quasiment de guerre civile, et notamment avec des foyers de résistance armée à la campagne, et d'où l'importance qu'ils avaient donnée, et ça rejoint un autre aspect de la question, au travail chez les paysans mapuches et dans la minorité mapuche, notamment dans le sud du pays. Mais le coup d'État a été là un vrai coup de massue, quoi. Et du coup, le fait de ne pas avoir réellement préparé ou envisagé même probablement un scénario de centralisation des organes de pouvoir populaire qui existaient tout de même, qui avaient ce qu'on appelait les cordons industriels, qui coordonnaient justement des formes d'auto-organisation plus ou moins développées dans les faubourgs de Santiago principalement, mais les commandos communaux à la campagne, mais le travail dans l'armée, et jusqu'à Valparaiso, à un embryon d'assemblée populaire, qui est une sorte de soviet local. Tout ça a quand même eu lieu, et donne à penser que il aurait été possible d'envisager, mais il fallait pour ça en avoir la volonté et la stratégie, un autre scénario qui était de répliquer au coup d'État, que ce soit en juin ou en septembre,
par une grève générale, le désarmement de l'armée, donc quand même effectivement quelque chose d'insurrectionnel. C'est toujours risqué, mais enfin, quand on voit le prix en termes d'abord de vie humaine du coup d'État, de disparus, de torturés, etc., et puis surtout le prix social, quand on voit ce qu'est le Chili aujourd'hui après plus de 30 ans de dictature de Pinochet, donc de laboratoire des politiques libérales, là on peut parler de défaite historique. Si on regarde deux pays voisins, le Chili et l'Argentine, le mouvement social en Argentine, finalement, s'est assez rapidement remis dans sa combativité au moins des années de dictature et malgré les 30 000 disparus. Au Chili, la défaite est d'une autre portée, d'une autre durée, visiblement. Bon, alors, par rapport à ça, et le Nicaragua, effectivement, ces deux séquences, le Chili s'est inscrit dans un moment où se fermait finalement. Je crois que le coup d'État au Chili, c'est l'épilogue de la fermentation révolutionnaire qui a suivi la révolution cubaine pendant 10-15 ans en Amérique latine. Et tu l'as rappelé dans l'introduction, mais la simultanéité des dates est quand même impressionnante. C'est-à-dire que 3 mois avant le coup d'État au Chili, je crois que c'est juin 73, on a eu le coup d'État en Uruguay. En 71, on avait eu le coup d'État en Bolivie. Alors tout ça n'est pas complètement désynchronisé parce qu'en même temps, la dictature était tombée en Argentine. Et elle reviendra en 76. Mais disons que symboliquement, ça clôt le cycle dans le personnel politique, la disparition d'Allende, la disparition d'Enriquez et de toute la direction du MIR par ailleurs, ou pratiquement. Ça clôt le cycle initié par la révolution cubaine, les conférences de l'OLAS, l'expédition du Che en Bolivie. Alors, le Nicaragua, finalement, c'est peut-être l'inauguration d'un autre cycle ou le point de départ qui a un peu surpris. Je parlais tout à l'heure de Luis Vital. Et il nous avait surpris dans une réunion en 1976, justement, où on faisait le bilan de cette régression en Amérique latine en disant oui, mais l'épicentre, c'était la formule employée, l'épicentre s'est déplacé, le prochain coup, c'est le Nicaragua. Bon. Franchement, beaucoup d'entre nous ne savaient pas où était le Nicaragua en 1976. Et bon, je ne veux pas dire que Vital est un prophète ou un mage, mais bon, effectivement, il avait vu venir une histoire en Amérique centrale et qui était là, pour le coup, des dictatures maillons faibles en Amérique centrale, dans des conditions très particulières, avec des sociétés très peu organisées. Bon, la dictature chilienne s'appuie sur une base sociale. Ces dictatures, Somoza et ses semblables, étaient quand même assez fantoches, reposaient sur peu de choses qui expliquent qu'une organisation qui était presque rien en 69, le Front sandiniste, après la répression et l'échec d'une des guérillas qui s'appelait la guérilla de Pancassan, ils étaient réduits à moins de 100 militants. On a travaillé avec eux à l'époque. Bon, ils demandaient de l'aide d'entraînement aux Palestiniens, etc. Bon, donc, alors c'est vrai que là, on a le processus inverse. C'est qu'on a d'abord une victoire, disons, d'un mouvement social et insurrectionnel ou militaire. Je ne rentrerai pas dans les 3 lignes stratégiques qui cohabitaient dans le front sandiniste et qui ont finalement réussi à se combiner, ce qui n'était pas joué d'avance. Une ligne de guerre populaire prolongée à la campagne représentée par Thomas Borges, et une ligne plus insurrectionnelle représentée par Jaime Willock, et puis les frères Ortega qui représentaient encore une 3e variante. Mais finalement, tout ça s'est combiné dans un contexte spécifique. Et là, c'est la victoire politique et militaire, disons-le, qui a inauguré un processus électoral. Alors, ce qu'a d'inédit l'affaire nicaraguayenne, c'est qu'une révolution, ou une première étape victorieuse d'une révolution, accepte de se soumettre à l'épreuve de la légitimation électorale. Bon, on peut dire que c'était un pari impossible d'un pays petit, c'est moins de 3 millions d'habitants. Quand on parle de classe ouvrière, par exemple au Nicaragua, il faut quand même avoir les chiffres en tête, c'était 27 000 salariés dans les entreprises de plus de 100.
salariés, principalement entreprises de bois, de mise en bouteille, d'eau gazeuse, etc. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle. La question agraire était fondamentale et la question indigène, peut-être, j'y reviendrai. Bon, le problème, pour aller quand même à l'essentiel, c'est que le Nicaragua a été vaincu par épuisement avant d'être vaincu électoralement. C'est-à-dire que la guerre dite de basse intensité, l'expression est presque ironique, appuyée par les États-Unis très ouvertement, obligeait un pays déjà très appauvri à consacrer 50% de son budget à la défense. Y compris dans un pays où ce n'était pas la tradition, par exemple, à imposer la conscription qui était très impopulaire dans les campagnes. Hein. Les gens n'avaient pas l'habitude à ce que les fils partent à l'armée, etc. Donc l'effort de guerre a épuisé largement, socialement, moralement, le pays. Tant qu'il y a eu une possibilité, et elle a été réelle, d'une extension de la révolution nicaraguayenne à l'Amérique centrale, bon, on pouvait tenir. Et la possibilité a existé. Surtout au Salvador, où il y a eu plusieurs tentatives d'insurrection qui étaient sur le fil, auraient pu gagner. Mais le point décisif, je crois, ça a été le Guatemala. Au Guatemala, on peut lire le témoignage de quelqu'un qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Mario Payeras, qui a été un des fondateurs de l'armée révolutionnaire des pauvres, et qui nous a expliqué, y compris oralement, comment, en fait, justement, la révolution nicaraguayenne, paradoxalement, a joué contre la révolution guatémaltèque. Dans quel sens? Non pas que... mais tout simplement parce ils croyaient avoir affaire à des dictateurs du type Somoza, mais c'était plus ça qu'ils avaient en face. En 1984, il y a eu une marche sur Guatemala City, mais ce qu'ils avaient en face, c'était les conseillers militaires taïwanais et israéliens. Donc des spécialistes de la contre-insurrection, et c'était plus une armée de tonton Macoute ou de trucs comme ça, etc. C'était vraiment des pros de la guerre civile internationale, on pourrait presque dire. Bon, et du coup, le Guatemala, le Salvador ont perdu, et à partir de ce moment-là, la défaite électorale des sandinistes était à peu près, je ne dis pas qu'elle était inéluctable en 89-90, mais enfin elle était devenue largement probable à l'usure. Ce qu'on peut discuter dans la politique des sandinistes, de mon point de vue, c'est pas tant d'avoir fait des élections, parce que se maintenir contre vents et marées peut être pire, mais de ne pas avoir maintenu une double source de légitimité. Pendant un moment a existé ce qu'on appelait le Conseil d'État. Alors, il ne faut pas imaginer que c'était un Conseil d'État comme le Conseil d'État en France. C'était une assemblée où il y avait d'ailleurs les organisations patronales, hein, Violeta Chamorro, etc., mais où étaient à peu près tous les mouvements sociaux, et qui pouvait être une sorte de chambre sociale dont la légitimité pour défendre les acquis de la réforme agraire, une série de choses, etc., aurait été opposable à l'Assemblée parlementaire élue. Donc maintenir une double légitimité pendant un temps, ça aurait été envisageable. Maintenant, derrière, il faut aussi pas ignorer, il faut bien le dire, ce qui s'est découvert a posteriori, c'est quand même la rapidité extrême, et ça doit être une leçon dans des pays pauvres ou très pauvres comme celui-là, de l'explosion de la corruption, y compris dans les rangs sandinistes. Bon, la piñata, ce qu'on appelait la piñata, enfin, au plus haut niveau de la direction sandiniste, comme quoi, finalement, les plus fortes convictions idéologiques ne sont pas insensibles à la logique matérielle du monde. Bon, ça a été quand même aussi un élément de perte de crédit moral du gouvernement sandiniste. Bon, alors, il se trouve, deuxième, on a le symétrique, sur les dates. Là aussi, le Nicaragua, enfin l'année 89, on s'en rend compte a posteriori, ça aussi, ça ferme un autre cycle finalement, d'une dizaine d'années. La coïncidence des dates fait que 89, 90, 89 c'est le procès Ochoa à Cuba, c'est l'échec de la deuxième candidature de Lula au Brésil, à une époque où Lula n'avait pas été encore relooké, bodygraphé, taille barbée pour être un candidat présentable et éligible, mais il est passé très très près d'une victoire électorale qui aurait été dans un tout autre contexte. Bon, c'est la chute du mur de Berlin, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui bascule en 89, 90, et dont le Nicaragua est parti. Alors sur la politique indigène et par rapport
je dis au Chili, je crois qu'il y a eu un effort réel et puis une volonté affirmée de la part des organisations d'extrême gauche. Au Nicaragua, c'était plus compliqué avec le problème des Mosquitos et de Bluefield. Bon, là, peut-être effectivement que les sandinistes, en ne traitant pas de manière spécifique et en n'apportant pas de réponse spécifique aux problèmes indigènes de la côte de Bluefield, ont entrouvert une porte à... Il y a quand même tout un appareil d'ethnologues sans faire de parano dans les services de la CIA pour instrumentaliser les questions ethniques, etc. Et ça a joué.